Nous allons voir dans cette vidéo les procédés par inclusion de matériaux d'apport. Et là, nous allons commencer par les inclusions souples par colonne ballastée. Le principe des colonnes ballastées consiste à incorporer du ballast, qui est un matériau granulaire, sans cohésion, qu'on va incorporer dans le sol selon plusieurs techniques. On peut faire des colonnes ballastées pilonnées, qui sont réalisées par battage d'un tube obturé à sa base jusqu'à la profondeur souhaitée. Ensuite, on introduit le matériau par petite quantité en tête du tube, puis on le compacte par un pilon, qu'on appelle les colonnes ballastées pilonnées, réalisées par battage. Il y a aussi ce qu'on appelle les colonnes ballastées par voie sèche. En ce moment, on fait une empreinte en descendant un vibreur jusqu'à la profondeur prévue. Et en tête, on introduit le matériau granulaire depuis la surface, étant refoulé et compacté au moins donc, du vibreur. Il y a un vibreur qui refoule le matériau et qui compacte le matériau, introduit jusqu'à la profondeur prévue, qu'on appelle les colonnes ballastées réalisées par voie sèche. Il y a aussi les colonnes ballastées par voie humide. Alors, c'est la même technique que précédemment, mais ici avec l'enfoncement du vibreur qui est amélioré par le lançage, c'est-à-dire la présence donc de l'eau. Il y a aussi les colonnes ballastées par vibreur à sas, où le matériau granulaire arrive directement à la base du vibreur par le biais d'un tube, qui est solidaire au vibreur, le tube qui est solidaire au vibreur, et dans ce tube passe le matériau qui arrive à la base, et puis le vibreur se charge de la vibration, donc du compactage du ballast du matériau. Alors, les domaines d'application sont, entre autres, inclusions souples, c'est des inclusions souples que l'on utilise dans l'amélioration de la portance, dans la réduction des tassements, quand on veut homogénéiser également les caractéristiques géotechniques d'un terrain qui est hétérogène, quand on veut augmenter la vitesse de consolidation d'un sol fin, le fait de mettre des colonnes ballastées avec son effet de drainage peut augmenter la vitesse de consolidation. Ça peut aussi augmenter les caractéristiques équivalentes du massif de sol, un massif de sol traité, avec une résistance au cisaillement horizontal, angle de frottement interne, des paramètres de déformation. Donc, on peut augmenter, on peut améliorer globalement les caractéristiques géotechniques équivalentes d'un massif de sol. C'est une technique qui est utilisée également quand on veut diminuer le potentiel de liquéfaction des sols, notamment dans les zones sismiques. La mise en œuvre maintenant. Alors, la technique la plus courante actuellement utilisée, c'est ce qu'on appelle les colonnes ballastées à sas. Alors, il y a une pièce essentielle qui est constituée ici par un vibreur. C'est le vibreur qui est équipé d'un dispositif. Donc, il y a un vibreur qu'on descend jusqu'à la profondeur voulue, mais ce vibreur est équipé d'un ensemble de dispositifs, ce qu'on appelle, par exemple, le sas, le trémie, les tubes d'amener, les orifices de sortie. Il y a tout un ensemble d'accessoires qui accompagnent donc le vibreur, qui permet d'introduire depuis la surface, le matériau, depuis la surface du terrain, on va pouvoir maintenant introduire le matériau, de le conduire jusqu'à la partie inférieure du vibreur. On peut utiliser également de l'air comprimé qui permet d'améliorer tout simplement le transfert du matériau granulaire vers la base. Alors, le matériau qu'on appelle ballast, on les appelle des colonnes ballastées, c'est des colonnes de ballast, c'est généralement
constitués par des graves naturels, roulés ou concassés. Donc, c'est des matériaux granulaires concassés ou roulés. La granulométrie doit répondre à un certain nombre d'exigences de qualité. Par exemple, il y a une granulométrie 840 pour les vibreurs à SAS, une granulométrie 2075 pour les autres types de mise en place. Effectivement, la granulométrie peut-être fonctionne quand même du type de mise en place. Alors, d'habitude, les matériaux recyclés ne sont pas admis, sauf s'il est démontré qu'ils ne présentent pas de risques, notamment des phénomènes de gonflement, des phénomènes de pollution ou bien des phénomènes de réaction physique, physico-chimique des matériaux, ce qui est très courant dans les matériaux recyclés. Alors, le diamètre des colonnes ballastées réalisées à l'aide d'un vibreur à SAS est généralement compris entre 0,5 et 0,8 mètres. Les colonnes pilonnées réalisées à l'aide d'un tube peuvent présenter un diamètre au moins égal à celui de ce dernier. Les colonnes, on appelle les colonnes pilonnées. Donc, les diamètres, voilà, entre 0,5 et 0,8 mètres. Voilà. Si c'est des colonnes pilonnées, donc avec un tube, bon, évidemment, le tube limite essentiellement le diamètre de la colonne qui sera mise en place. Les colonnes ballastées, en fonction de leur destination, peuvent être réalisées selon des maillages réguliers en ligne, en groupe ou de façon isolée au niveau donc des points particuliers. Donc voilà l'outil qui permet de réaliser essentiellement la mise en place des colonnes ballastées avec l'orifice que vous voyez là, de sortie qui sort le matériau. Là, vous avez l'excentrique, une excentrique qui permet de pouvoir voilà, appliquer une énergie qui permet donc de pouvoir voilà, déplacer le matériau vers le bas. Il y a un tube d'amener, ce qu'on appelle le tube d'amener du matériau. C'est par là où passe le matériau. Il y a un moteur électrique qui permet d'actionner l'excentrique. L'excentrique, c'est ça qui permet donc d'appliquer les vibrations. Bon, il y a tout un ensemble d'accessoires, des joints antivibratoires qui sont là pour que quand même le dispositif là puisse être stable, n'est-ce pas? Il y a le tube de rallonge, il y a le tube de rallonge du vibreur et d'amener du matériau. Le SAS est là qui va recevoir donc le matériau qui va aller s'enfoncer à l'intérieur. Donc voilà le dispositif qu'on appelle l'outil, qu'on appelle le vibrateur à SAS, les vibreurs à SAS, qui permettent donc de mettre en place les colonnes ballastées. Donc voilà, d'habitude, on introduit d'abord le vibreur jusqu'à la profondeur voulue. Après, on injecte, on met en place le matériau à l'intérieur et puis on soulève en vibrant. Donc, en vibrant, on compacte, on densifie le matériau, les ballasts. Voilà, on le fait jusqu'à la fin. Donc, à la fin, on a voilà, une colonne qui est comme ça, qu'on appelle une colonne ballastée, voilà, qui est prête à recevoir quand même une charge. Et voilà, par voie humide, vous regardez, ici, nous sommes en terrain humide, vous voyez, la nappe phréatique, vous la voyez, elle est là, la nappe phréatique. Donc voilà, la nappe phréatique, elle est là, donc ça se fait à voie humide. Bon, là aussi, voilà, le vibrateur est là, on l'introduit jusqu'à la profondeur voulue, on met en place donc le matériau et puis on soulève le vibrateur, on vibre, on compacte le matériau. Là, au fur et à mesure, ça se tasse, on peut introduire également, voilà, on peut introduire le ballast de part et d'autre ici. Et à la fin, voilà, on a un aspect comme ça de colonne ballastée qui est là prêt à être. C'est la même chose que vous voyez ici, la mise en place de colonnes ballastées par voie humide. Voilà, au fur et à mesure qu'on soulève le vibrateur, en ce moment, on met en place les ballasts et puis on les compacte au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est des photos de réalisation voilà, vous avez vu le vibrateur, le vibreur qui est là, le vibreur à SAS,
qui permet donc de vibrer le matériau, de vibrer en profondeur et donc de créer un espace derrière, hein, les vides, hein, parce que le sol se tasse, donc s'enfonce, et donc on peut remplacer ces vides-là, on peut injecter le ballast, hein, vous voyez le ballast qui est là, hein, voilà, il est là, qu'on est en train donc de mettre en place en profondeur, et le vibrateur se charge de le compacter, de le densifier, de le vibrer, etc. On voit ici la hauteur, hein, la hauteur des vibrateurs. Donc, voilà, avec ces grues-là, là, on peut mettre en place plusieurs colonnes ballastées en utilisant ces engins, hein, les grues qui sont là, avec les vibrateurs, là, vous voyez la hauteur. Donc, voilà. Donc, ça peut aller à des profondeurs plus ou moins élevées. Et, voilà. Vous avez vu les pelles là qui chargent les matériaux granulaires pour la mise en place des colonnes ballastées. Alors, voilà, ça, vous voyez, je viens encore toujours, hein, pour vous montrer, hein, la préparation. Donc, quand on prépare les trémies, tout cela, on les remplit de ballast, tout cela, etc. On prépare les vibrateurs, on prépare tout, hein, la crue, l'engin, tout est préparé. Voilà. Voilà. Une fois préparé, donc, vous voyez le trémies qui est en train d'être chargé. Hein, la pelle là qui charge le trémies de matériaux granulaires. On le charge. Une fois que c'est plein, ça se soulève. On le soulève sur la hauteur voulue, hein, au niveau de la tête donc, du vibreur qui est là, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, préparation, remplissage. À ce moment, on va remplir la colonne. Après, on va foncer le fonçage, la colonne jusqu'en profondeur voulue. À partir de là, on commence, hein, voilà, à faire le compactage. Alors, en soulevant, hein, vous voyez, voilà, il y a des mouvements d'aller-retour là qui permettent de soulever le vibreur et donc de le compacter, voilà, jusqu'à la fin. À la fin, on a ici la colonne et après, on fait la finition. Hein, la finition, vous voyez qu'il y a un tassement donc, de la surface qui est là. Donc, on fait la finition pour que la colonne soit là, soit prête. Là, elle est prête, cette colonne. Toujours, hein, des photos, hein, pour vous montrer, hein, des photos de chantier, de réalisation de chantier. Vous voyez le trémies qui est là, mis en place. Donc, tout ça, c'est exactement la même chose. Hein. Regardez, ce trémies est en train d'être chargé de ballast, hein, de matériaux granulaires. Vous avez vu le matériau granulaire. Et voilà, ça va se... la mise en place de la colonne ballastée. Alors, si l'élément de fondation reposant sur le sol amélioré ne présente pas une inertie suffisante pour répartir uniformément sa charge sur la maille élémentaire, en ce moment, il est possible et nécessaire d'interposer ce qu'on appelle un matelas de répartition. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, si vous ne pouvez pas poser directement la fondation sur la maille, donc c'est-à-dire le réseau de colonnes ballastées, il est toujours possible à la fin donc de la réalisation des colonnes ballastées de poser ce qu'on appelle un matelas de répartition, un matelas constitué de matériaux granulaires d'environ 40 cm, mais ça peut aller jusqu'à 60 cm ou même 80 cm. Et voilà, qui peut présenter, qui doit même présenter sur les 25 cm supérieurs les caractéristiques d'une couche de forme. Hein, les caractéristiques d'une couche de forme. Comment apprécier ces caractéristiques? On peut se référer aux recommandations de la norme NFP, la norme française qu'on utilise par exemple, ou bien le DTU 13.3 relatif au dallage. D'habitude, on exige ici un module de déformation EV2 au deuxième chargement, un module supérieur à 50 mégapascales. Donc, voilà, voyez ici à la fin donc, de la mise en place des colonnes ballastées. Vous pouvez avoir ce type de configuration. Hein. Ça, c'est lorsque, en profondeur, vous avez un substratum rigide. C'est-à-dire que lorsque le renforcement par colonne, hein, se fait, les colonnes reposent directement sur un substratum rigide en profondeur. Hein. C'est le cas, c'est la configuration courante. Et après, en tête, on met, donc, voilà, ce lit-là au-dessus qui permet donc de répartir les charges également. Alors, on peut avoir aussi, voilà, cette configuration qu'on appelle des colonnes flottantes
en ce moment, voilà, il n'y a pas de substratum rigide ou bien de substratum rigide et à une profondeur très élevée en ce moment, on est obligé de mettre en place des colonnes qu'on appelle des colonnes type flottant, des colonnes flottantes ici. Voilà la hauteur des colonnes comparée à l'épaisseur totale de la couche. Alors, on peut le faire également offshore, hein, qu'on appelle offshore stone columns, c'est-à-dire que les colonnes ballastées en offshore. Là également, c'est la même chose, l'eau est là, vous voyez, l'eau est là, hein, le niveau de l'eau est là, hein, n'est-ce pas? Alors, on va utiliser une barge, on va utiliser forcément une barge, sur la barge, on met en place donc la grue qui est là, n'est-ce pas? Avec le vibrateur, voilà, comment s'appelle ça encore? Voilà, l'entonnoir qui est là, n'est-ce pas? Le trémie, on va l'appeler comme ça, le trémie. Et ça, c'est le tuyau d'amener. Ça, c'est le vibrateur qui est là, en profondeur. Donc, voilà, on met en place progressivement, au fond de l'océan, ce qu'on appelle les colonnes ballastées. Voilà, donc les colonnes qui sont mises en place, voilà, au fur et à mesure. Donc, voilà un exemple, une barge. Hein? Donc, sur cette barge-là, vous avez vu la grue qui est là, hein, qui est en train, donc, avec le frémi, vous le voyez par là, hein, je ne sais pas si c'est clair ou pas, donc, le frémi qui est là, qui permet donc d'alimenter le vibreur en profondeur pour pouvoir mettre en place ces différentes colonnes ballastées. Ah, voilà, agrandi, donc voilà le trémie, vous voyez, hein, ici. Donc, la barge, elle est là. Hein. Là, vous avez vu la grue qui est posée sur la barge. Voilà le matériau granulaire, hein, également qui est là. Et voilà, on est en train d'alimenter. Voilà. Donc, voilà, le dispositif peut se faire en onshore ou bien en offshore aussi. Voilà, offshore vibro replacement, c'est voilà, la même chose qu'on a montré tout à l'heure. En offshore, voilà, donc on met en place les colonnes ballastées. Là aussi, il n'y a pas de souci, ça peut se faire plus ou moins facilement. Les avantages, inconvénients, limites. Oui, donc ce procédé est bien adapté au sol compressible. Hein, au sol compressible jusqu'à 6 mètres de profondeur, sous une charge uniformément répartie par rapport à un terrain vierge de tout traitement. Donc, l'amélioration de sol par colonne ballastée entraîne une diminution des tassements. Évidemment, les tassements sont réduits d'un ordre de grandeur de 2 à 3, accompagné d'une accélération de la consolidation, évidemment. Si le terrain est un terrain argileux, effectivement, le matériau granulaire peut accélérer ici la consolidation, tout simplement à une accélération du drainage. Il est possible d'envisager, une fois que la colonne ballastée est bien exécutée, que cette colonne puisse reprendre une charge qui varie entre 100 et 300 kN à l'heure. Vous voyez, donc c'est important donc, de pouvoir apprécier la résistance donc, de la colonne face aux charges qui seront appliquées. Alors, pour éviter les risques de rupture, il faut contrôler le sol encaissant, le sol qui est autour de la colonne ballastée. Alors, ce sol doit présenter un confinement quand même suffisant, nécessaire au fonctionnement des colonnes ballastées. Ce qui fait qu'il y a un certain type de sol à éviter si vous voulez que les colonnes fonctionnent très bien et qu'il n'y aura pas de rupture. Alors, donc, il faut éviter tous les sols qui sont évolutifs, les sols qui changent complètement de configuration, de comportement, tels que les tourbes, les déchets ménagers, etc. Vous voyez que ça, c'est des sols qui sont très évolutifs. Les sols qui sont peu consistants aussi, hein, voilà, c'est-à-dire les sols qui sont peu consistants avec des cohésions nodriennes très faibles, hein, inférieures à 20 kPa, ou bien une résistance de pointe inférieure à 300 kPa. Il faut aussi éviter les sols fortement compressibles. Les sols fortement compressibles dont l'épaisseur
excède 0,5 mètres. Donc, si vous avez des sols qui sont très compressibles avec une épaisseur qui dépasse 0,5 mètres, donc voilà, vous voyez que c'est des sols qui vont forcément subir des déformations excessives autour donc autour de la colonne ballastée, et ça, c'est des choses à éviter. Voilà, ça, c'est des choses à éviter. Voilà. Donc, voilà. Alors, les colonnes ballastées aussi ne s'accommodent pas bien avec la présence de gros blocs quand même, les blocs, les maçonneries, surtout les colonnes ballastées qui sont réalisées avec un fibreur. Donc, d'habitude, quand il y a trop de blocs, hein, quand il y a trop de blocs de maçonnerie, ça, vous pouvez avoir des difficultés pour la mise en place. Voilà. Donc, pour éviter cela, il faut faire des forages préalables hein, avant de mettre. Quand vous avez ces types de blocage ici, il faut effectuer donc des forages préalables. Après, vous allez mettre en place. Vous allez mettre en place les colonnes ballastées. Le principe de dimensionnement ne prend pas en compte l'amélioration des sols entre les colonnes. Et là, la justification repose sur 2 critères. Le premier critère, c'est la charge admissible de rupture sous la fondation. Et pour une colonne ballastée isolée, quelle est la charge admissible de rupture sous la fondation et pour une colonne ballastée plus isolée ici. Le deuxième critère, c'est l'étassement. L'étassement absolu et l'étassement différentiel sous les différents éléments de structure avec la vérification du respect des tolérances propres à l'ouvrage. On va vérifier est-ce que les tassements produits seront admissibles par l'ouvrage. Donc, voilà les 2 critères. C'est la portance, n'est-ce pas, en mesurant la charge admissible de rupture, mais également l'étassement absolu et l'étassement différentiel. Alors, il faut, pour justifier ces calculs, il est nécessaire de faire appel pour les matériaux constitutifs des colonnes à des paramètres autres que les paramètres géométriques. Alors, les caractéristiques usuelles des colonnes, hein, ce qui est recherché pour les colonnes, en tout cas, c'est les caractéristiques qui sont utilisées pour la justification de l'ouvrage, c'est-à-dire pour les calculs de justification, que ce soit pour la portance, que ce soit pour le tassement, il y a des caractéristiques usuelles qui sont utilisées. Alors, le module de Young, hein, moyenne sur le module de Young, si on prend une valeur moyenne sur le volume de la colonne, d'habitude, on prend une valeur de 60 mégapascales. L'angle de cisaillement interne granulaire, ou bien angle de frottement, si vous voulez, si le ballast est roulé, en ce moment, c'est 38 degrés. Si c'est concassé, on est à 40 degrés. Le coefficient de Poisson, d'habitude, est plus égal à 1/3. Et le poids volumique du matériau, déjà mis en place, saturé, d'habitude, c'est 21 kN par mètre cube. Ça, c'est des caractéristiques usuelles, qu'on peut utiliser pour les colonnes ballastées. Ça, c'est des paramètres qui sont importants, qu'on verra tout à l'heure, pour le calcul donc, des résistances de la colonne ballastée. Justement, dans les principes de dimensionnement, ici, le mécanisme de rupture d'une colonne ballastée, hein, ou bien les mécanismes de rupture, hein, on peut les regrouper en trois types qu'on appelle la rupture par expansion latérale. Il peut y avoir une rupture par expansion latérale de la colonne ballastée. Alors, cette rupture, évidemment, elle est fonction de la contrainte latérale, de l'étreinte latérale. Il y a aussi la rupture par cisaillement, il y a aussi la rupture par poinçonnement, c'est-à-dire à la base, hein, de la colonne, au niveau de la pointe de la base. Alors, comment on calcule la contrainte de rupture effective? QRE, c'est quoi? C'est la contrainte de rupture effective de la colonne. Donc, QRE, c'est la contrainte de rupture effective. C'est quoi? C'est sigma R. Sigma R, c'est la contrainte radiale. Tangente carrée de pi sur 4 plus phi c sur 2. Phi, c'est l'angle de frottement du gravier qui constitue la
Voilà comment on calcule la contrainte de rupture effective. Quant à la contrainte radiale, sigma R, alors cette contrainte radiale, sigma R, peut être déterminée, peut être mesurée à partir des résultats des essais in situ, de reconnaissance géotechnique. Ça peut être des essais pressiométriques, comme ça peut être le pénétromètre statique. Alors, si c'est le pressiomètre, en ce moment, la contrainte radiale, ici, est égale à la pression limite moyenne, voilà, nette. La pression limite nette moyenne, la valeur moyenne, dans le cas donc d'un essai pressiométrique. Alors, si c'est dans le cas d'un essai pénétrométrique, en ce moment, c'est QCE, hein, la distance de pointe équivalente ici, que je divise par 3. Voilà. Donc, en fonction du type d'essai, je peux estimer la valeur de la contrainte. Alors, si je prends maintenant la rupture par cisaillement généralisé, c'est un cas qui n'est pas envisageable. Hein? Moi, je n'ai pas trop insisté. Parce que les caractéristiques de la colonne étant généralement supérieures à celles du sol en place. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la peine, donc d'habitude, ça ne pose aucun problème. La rupture par cisaillement généralisée n'est pas envisageable dans ces genres de situations. Maintenant, la contrainte verticale de rupture. Voilà, la contrainte verticale de rupture, on va l'appeler QRP. QRP, c'est la contrainte verticale de rupture par poinçonnement à la base de la colonne. Hein? La contrainte verticale de rupture par poinçonnement à la base de la colonne, on va l'appeler QR. QR. Alors, cette contrainte verticale de rupture par poinçonnement à la base de la colonne, qu'on appelle QR, on va le prendre comme étant égal à 9 fois CU. CU, c'est la cohésion. Hein? CU, c'est la cohésion non entraînée, n'est-ce pas? Alors, maintenant, la contrainte maximale en tête de colonne, qu'on va appeler QRP. Donc, il y a la contrainte verticale de rupture par poinçonnement à la base. Là, QR, c'est 9 fois CU. Par contre, il y a aussi la contrainte maximale en tête de colonne, qu'on note QRP. Alors, cette QRP est donnée par 9 CUP. 9 CUP. CUP, c'est quoi? C'est la cohésion du sol à la base de la colonne. C'est la cohésion du sol à la base de la colonne. CUP. Plus LC. LC, c'est la longueur de la colonne. Facteur de 2, CUM. CUM, c'est la cohésion moyenne du sol sur la hauteur. Le sol qui est sur la hauteur de la colonne. Le sol qui est à côté de la colonne. Sur RC, c'est-à-dire le rayon moyen de la colonne. Une colonne a un rayon qui peut varier en profondeur, mais on va prendre la valeur moyenne du rayon. Moins gamma C, c'est quoi? C'est le poids volumique de la colonne. Voilà comment je calcule la contrainte maximale en tête de colonne, QRP, la contrainte maximale en tête de colonne. Alors, après, je calcule maintenant la contrainte admissible. Hein, la contrainte admissible de la colonne. Cette contrainte admissible, c'est quoi? C'est le minimum entre 0,8 mégapascal et QR sur 2. QR sur 2. QR, c'est quoi? C'est le minimum entre QRE et QRE. Donc, le minimum d'entre ces deux valeurs, ça qui constitue QR. Et à partir de cela, je peux calculer Q admissible, la contrainte admissible de la colonne, comme étant minimum entre la valeur 0,8 et la valeur donc, de QR sur 2. Donc, cela veut dire que la contrainte admissible ici ne peut pas dépasser 0,8 mégapascal. Alors, parfois, on réalise ce qu'on appelle un réseau de colonnes ballastées pour augmenter la capacité portante ou bien réduire les tassements. Alors, en ce moment, je vais vous conseiller de vous reporter aux recommandations. Il y a beaucoup de documents de recommandations qui vont fournir une présentation très complète quand même des méthodes de dimensionnement, tant d'une colonne isolée que d'un réseau de colonnes. Là, sous une fondation que ce soit isolée, filante, radiée, dallage, voire les ouvrages en terre. Je peux vous même renvoyer
vers des outils, des méthodes, des codes de calcul ou bien des programmes de calcul qui sont actuellement mis en place pour dimensionner un ensemble, donc un réseau de colonnes balastiques. Donc, voilà, pour résumer l'avantage de ces colonnes balastiques sur la portance. Les ouvrages sur sol renforcés par colonnes balastiques peuvent être dimensionnés même avec un taux de travail de 2 à 4 bars, voire même plus. Donc, ici, il y a amélioration de la portance, augmentation de la portance. Sur les tassements, il y a réduction des tassements absolus. Les tassements différentiels également sont limités à des valeurs admissibles. Il y a des effets sur la consolidation. Pourquoi? Parce qu'il y a augmentation de la vitesse de consolidation grâce à l'effet drainant du matériau granuleux. Il y a aussi une homogénéité des caractéristiques mécaniques des sols qui sont en place. Pourquoi? Parce qu'il y a incorporation d'éléments de caractéristiques constantes et contrôlées. Voilà pas mal d'avantages liés à la mise en place des inclusions souples, telles que les colonnes balastiques. Le contrôle des colonnes balastiques, oui, sont définis par les recommandations. Et puis, au début du chantier, d'habitude, on fait des essais d'étalonnage qui permettent de valider la faisabilité des colonnes. Alors, les matériaux d'apport, il faut les vérifier, il faut les contrôler. Il y a des exigences qui doivent être contrôlées au laboratoire, notamment le Los Angeles, qui doit être inférieur à 35. Le micro de valve, qui doit être inférieur à 30. La somme Los Angeles micro de valve qui doit être inférieur à 60. Le pourcentage de fine, le pourcentage de passant au tamis 80 micromètres doit être inférieur à 5%. Donc, tout ça, c'est des essais normalisés que vous pouvez faire au laboratoire pour contrôler quand même la qualité du ballast. Évidemment, la portance de l'ensemble va dépendre aussi de la qualité du matériau qui sera utilisé comme colonne ballast. Il y a d'autres essais d'information qui permettent de fournir des paramètres d'exécution. Une colonne sur 50, une colonne sur 50, on donne des informations avec un minimum de 3. Avec un minimum de 3 colonnes, on doit donner un certain nombre, un ensemble d'informations sur l'exécution donc de la colonne. Alors, ces informations, c'est quoi? D'habitude, c'est la profondeur de la colonne, atteinte par la colonne, c'est l'énergie consommée par la mise en place de la colonne, le volume de matériaux incorporés. Évidemment, tout ça, c'est des informations qui peuvent être extrêmement intéressantes pour apprécier la réussite ou non de la mise en place des colonnes balastiques. Alors, au niveau de la réception, aussi, il y a des essais qui sont exigés. Ça, c'est en fin de chantier, c'est-à-dire que pour la réception de l'amélioration du sol amélioré, il y a ce qu'on appelle des essais de dégarnissage. Alors, là, c'est quelques colonnes qui sont réalisées hors ouvrage et qui nous permettent, qui permettent de déterminer le diamètre et qui portent sur un nombre de colonnes. D'habitude, il y a une par tranche de 50 jusqu'à 100. Alors, si ça fait plus de 100, on peut prendre justement trois colonnes. Des essais de dégarnissage qu'on va dégarnir, qu'on va exhiber. On va exhiber la colonne et après, on va essayer de contrôler un certain nombre les dimensions, la mise en place, la profondeur, etc. Toutes les informations, c'est ça qu'on appelle des essais de dégarnissage. Il y a aussi le contrôle de la compacité des colonnes, c'est important. Comment on peut contrôler la compacité des colonnes? On peut faire des essais pénétrométriques statiques avec un essai pour 80 colonnes, par exemple, sous dallage, ou bien un essai, un pour 20 sous des massifs de fondation, s'il s'agit de massifs de fondation, avec un minimum de 5 essais. Avec un minimum de 5. Donc, les essais d'habitude doivent être descendus jusqu'à 1 mètre sous la base des colonnes. Quand on fait des essais donc, de pénétration pour apprécier donc, la compacité, on peut aller au-delà de la base de la colonne jusqu'à 1 mètre sous la base de la colonne. Il y a le contrôle de continuité aussi des colonnes qui sont réalisés avec les mêmes moyens.
généralement combiné avec le contrôle précédent, c'est-à-dire le dégarnissage, mais avec une fréquence quand même, les fréquences peuvent être différentes. On peut faire un ou plusieurs essais de chargement également, des essais de chargement sur des colonnes. Là, d'habitude, on peut les fixer. Voilà, on essaie de les fixer pour si les colonnes sont réalisées au vibreur à sas. Sinon, voilà, si c'est des vibreurs à sas, donc c'est 1 pour, voilà. Si c'est des vibreurs à sas, donc on les fait à raison. Par contre, si voilà, 1 pour 400 colonnes et au moins un autre au-delà de 400. Donc, si vous avez 400 colonnes, voilà, vous pouvez faire un essai de chargement. Par contre, si vous en avez plus, au moins 1, c'est-à-dire 1, 2, au moins 1, si vous avez, voilà, au moins un autre, donc ce qui fait au minimum 2, 3, 4. Donc, si vous avez moins de 400, ou bien jusqu'à 400, vous pouvez faire un essai. Si vous avez plus de 400, au moins en ajouter un autre, c'est-à-dire 2, 3 ou plus. Les vérifications de la compacité doivent répondre aux critères suivants. Donc, QC, la distance de pointe pénétrométrique, doit être supérieure à 10 mégapascales pour le pénétromètre statique. La pression limite moyenne doit être supérieure à 1,2 mégapascal si c'est un essai pressiométrique qui est réalisé. Alors, quand on fait des essais de chargement, alors il faut répondre aux recommandations. Pourquoi? Il faut ici appliquer des charges par palier jusqu'à 1,5 fois la charge à l'ELS de la colonne testée, n'est-ce pas? Et du type d'effort, évidemment, contrôlé. Voilà. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut contrôler? Il faut contrôler la charge critique de fouillage, ce qu'on appelle la charge critique de fouillage, qui ne doit pas être atteinte. Il faut aussi contrôler le tassement sous charge de service qui doit rester inférieur au tassement théorique qui a été estimé. Alors, voilà pour les colonnes ballastées. Maintenant, il y a d'autres variantes des inclusions souples. Il y a d'autres types d'inclusions souples. Par exemple, il y a des inclusions souples par plot ou puits ballasté. Voilà. Donc, on parle maintenant de plot ou de puits ballasté. Alors, le principe, c'est quoi? Alors, c'est une extension tout simplement du compactage dynamique, les plots ballastés. Alors, là, c'est très adapté aux sols qui sont très lâches et fortement compressés. Alors, en ce moment, on peut réaliser des colonnes de grande dimension qui sont réalisées dans ces sols qui sont lâches et peut-être fortement compressibles. On réalise des colonnes de grande dimension qui sont constituées de matériaux granulaires. Alors, le domaine d'application, c'est quoi? On applique aussi essentiellement la consolidation dynamique par plot ballasté. Ça permet d'étendre la technique du compactage dynamique à des terrains qui sont plus cohérents. Donc, c'est une technique qui permet d'appliquer ici la consolidation dynamique. Alors, c'est des plots, ballastés qui peuvent être mis en place de façon ponctuelle. On peut les mettre en place au droit même des charges isolées, à la base de la semelle directement, ou bien on peut aussi les répartir selon un maillage régulier pour améliorer globalement le sol, améliorer le sol dans sa marche ici. Voilà. Alors, d'habitude, ça marche très bien, aux conditions de chargement importantes, jusqu'à 150 tonnes par plot. N'est-ce pas? Ça peut prendre jusqu'à 150 tonnes par plot. Alors, ils ont une grande résistance au cisaillement, due à leur dimension beaucoup plus grande et aux matériaux granulaires qui sont incorporés ici. Ils contribuent également à l'augmentation du facteur de sécurité contre la rupture circulaire, pour les remblais, la rupture donc par cisaille. La mise en œuvre, c'est quoi? C'est une excavation qui est réalisée à la pelle mécanique, puis remplie d'un matériau granulaire. Ça peut être du ballast, ça peut être même du matériau de démolition qu'on met en place en plusieurs couches. Ensuite, on les compacte par compactage dynamique. Voilà.
le même matériel utilisé, c'est le matériel qui a été utilisé pour le compactage d'INA, c'est-à-dire une masse qu'on laisse tomber donc, sur le matériau granuleux. Et à la fin, donc, on peut obtenir des plots ballastés, hein, qui sont des inclusions qui présentent une grande section, plusieurs mètres carrés, hein, et une profondeur modérée, hein, c'est 4 à 6 mètres de profondeur. Par contre, la dimension, la surface peut atteindre plusieurs mètres carrés. Ce qui fait qu'on peut les placer même directement sous les fondations prévues. Par exemple, une semelle, on peut le placer, hein, sous une semelle pour renforcer la résistance du terrain sous la semelle. Comme on peut les utiliser pour renforcer globalement le massif de terre. Donc voilà la mise en œuvre. Hein. Voilà, donc vous voyez que les dimensions sont beaucoup plus, larges ici. Donc on met en place des plots granulés, c'est des matériaux granulés qui est là. Vous voyez la masse qu'on soulève, voilà, qu'on va compacter, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On ajoute du matériau, on fait le compactage dynamique jusqu'à la fin, voilà, ainsi de suite. Donc c'est tout simplement la même technique que le compactage dynamique qui est utilisé. Les avantages, les inconvénients, les limites. Alors, il y a des avantages, hein, les avantages qui sont liés ici à l'augmentation de la capacité portante du sol. Oui, ça augmente la capacité portante du sol. Il y a une réduction du tassement total, mais aussi du tassement différentiel. Il y a réduction aussi du potentiel de liquéfaction. Alors, ils peuvent augmenter la vitesse de consolidation, hein, grâce au potentiel drainant. Il y a aussi une amélioration en profondeur des couches sous-jacentes, n'est-ce pas? Des couches sous-jacentes au plot ballasté, du fait de quoi? Du fait de l'énergie de compactage qui est en train d'être appliquée. Le fait d'appliquer l'énergie de compactage dynamique peut améliorer en profondeur, hein, sous les plots ballastés, la compacité, hein, du matériau qui est en bas. Alors, il faut s'assurer préalablement que le pilonnage, hein, ne risque pas de générer des nuisances sur l'environnement. Comme on l'a dit, quand on parlait du compactage dynamique, il y a des vibrations qui sont engendrées ici et qui peuvent causer des nuisances sur l'environnement, des nuisances sur les structures voisines, des nuisances sonores. Donc, en tout cas, il faut gérer, hein, donc, le dommage, hein, causé sur l'environnement. Le principe de dimensionnement, hein, comme pour le compactage dynamique, hein, c'est comme pour le compactage dynamique. Alors, les résultats des investigations in situ qui sont réalisées après traitement vont permettre de déterminer la capacité portante des fondations projetées et d'estimer les tassements. Les contrôles d'exécution comportent les essais, hein, qui sont sur site, hein, et les essais, donc les essais sont réalisés sur les plots ballastés. Hein. C'est des essais sur site, c'est des essais in situ qui sont réalisés directement sur les plots ballastés, comme les mêmes essais que nous avions vus sur les colonnes ballastés. Donc là aussi, les plots ballastés ou plus ballastés, c'est la même chose. Hein. Les plots ballastés, plus ballastés, là également, c'est des cas d'inclusion souple. Alors, il y a d'autres types d'inclusion souple, hein, vraiment. Il y a d'autres types d'inclusion souple, on peut les ramasser rapidement, c'est ce qu'on appelle les pieds de sable. Les pieds de sable, c'est des inclusions souples, hein, de petit diamètre, hein, c'est-à-dire entre 200 à 270 mm, et de 5 à 10 mètres de longueur. Donc là c'est très simple, hein, on fait une empreinte à l'aide d'un mandrin, comme le mandrin qu'on utilise pour mettre en place les DPP, n'est-ce pas? Donc ce mandrin cylindrique, parfois tronconique, qu'on met en place en profondeur. Ensuite, le sable est introduit, puis compacté par vibropercussion à l'aide du mandrin. Lorsque le sol est stable, alors la mise en place peut s'effectuer avec un tube muni d'un clapet aussi. Alors, la technique, donc, c'est une technique qui est limitée au renforcement des sols situés sous des ouvrages légers. Si c'est des ouvrages lésés, en ce moment, on peut prendre des pieds de sable. Les pieds de sable ont une résistance, comparée aux autres types d'inclusion souple, ont une résistance moins élevée, ce qui fait qu'on peut les utiliser lorsque vous avez
sur ces pieds de sable des ouvrages qui sont légers. Alors, les essais géotechniques qui sont réalisés in situ sont réalisés d'habitude entre les pieds. Pourquoi? Parce que les pieds de sable, on l'a dit tout à l'heure, c'est des inclusions de petit diamètre. Donc, on ne peut pas faire des essais in situ à l'intérieur de ce petit diamètre. C'est très difficile, ce qui fait que les essais qui sont réalisés le sont au niveau de l'espace entre les pieds. Alors, ils sont difficilement interprétables parfois. Et en tout cas, la meilleure solution consiste à réaliser un essai de chargement sur un groupe de plusieurs inclusions, c'est-à-dire sur un groupe de plusieurs pieds de sable. Vous les regroupez et vous faites des essais de chargement pour apprécier la résistance globale donc de l'ensemble. C'est plus simple. C'est plus simple que de vouloir mesurer les caractéristiques, les résistances sur un groupe, un pied de sable isolé. Il y a aussi ce qu'on appelle autre type d'inclusion souple, comme on va parler des plots vibrocompactés. Ça aussi, c'est un autre type d'inclusion souple. Nous sommes toujours dans les inclusions souples. Alors ça aussi, c'est une variante du vibrocompactage qui consiste à réaliser des plots isolés de substitution sur lesquels on va effectuer du vibrocompactage. Voilà. Alors, ça peut se justifier dans certaines conditions lorsque vous avez des sols médiocres sur une épaisseur modérée, c'est-à-dire moins de 5 mètres. Vous avez un sol médiocre. Vous pouvez l'enlever et mettre ce qu'on appelle des plots balassés, des plots, je veux dire, vibrocompactés qui vont permettre ici de remplacer donc les sols de caractéristiques médiocres. Alors, on peut les utiliser également quand vous avez des descentes de charges ponctuelles et suffisamment espacées, c'est-à-dire des charges qui sont très espacées et qui sont ponctuelles et qui doivent reposer sur des terrains de caractéristiques plus ou moins faibles, ce qui fait que donc, au niveau de ces points-là, ponctuellement, vous pouvez placer ces plots vibrocompactés. Donc, au niveau juste des descentes de charge.